Oui, bonjour à tous, bonsoir. Effectivement, je vais vous parler un petit peu du point de vue du géologue, finalement, et je remercie Jean-Marie Tarascon d'avoir invité à présenter ce point de vue de la géologie sur cette question de l'énergie, et puis j'essaierai de vous montrer un peu les recherches actuelles qui se font. Une partie des recherches que je vais présenter ont été effectuées dans le cadre du centre de stockage du CO2 de l'Institut de physique du globe de Paris, qui est en partie soutenu par Schlumberger et Total, qui sponsorise aussi, j'ai cru comprendre, ce workshop. Personnellement, moi, je fais l'essentiel de ma recherche. Je suis minéralogiste, en fait, et je travaille à l'Institut de minéralogie et de physique des milieux condensés de Paris, qui dépend de l'université Pierre et Marie Curie. Voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu de différentes choses. On va discuter, puisqu'on parlait d'enjeux socio-économiques, etc., la notion naturelle, non naturelle, renouvelable, pas renouvelable, etc. Donc, on va discuter un petit peu de cet aspect-là, dans un premier temps, ce qui nous permettra de faire le point sur les énergies fossiles. Ensuite, je parlerai vraiment ce sera le cœur de ce que je vais raconter, du risque CO2 et de sa remédiation. On essaye comment on peut essayer de l'atténuer. Est-ce qu'il y a vraiment un risque? Quel est le problème? Et puis à la fin, je vous parlerai un petit peu de l'hydrogène, disons. On essaiera de parler un petit peu de cette voie hydrogène. C'est pour vous mettre un zoom sur une question particulière. Évidemment, il ne faut pas prétendre que ça va répondre à toutes les questions. Alors donc, je vais commencer par cette histoire de positionner, disons, les énergies fossiles dans les grands cycles de fonctionnement de la planète Terre. Alors en fait, on récupère, nous, de l'énergie par l'oxydation de la biomasse, finalement, de la matière organique, donc que je symbolise CH2O ici, c'est une symbolisation chimique courante. Et donc, cette réaction nous permet de récupérer de l'énergie, donc elle concerne 10 puissance 16 moles de carbone par an à l'échelle de la biosphère. Et évidemment, pour produire cette biomasse, la photosynthèse, c'est la conversion d'énergie solaire en énergie biomasse, si vous voulez, avec donc l'action de l'énergie solaire ici sur la photolyse de l'eau. Et ça concerne en fait, c'est pas un hasard, la même quantité que la respiration. En fait, on a un cycle fermé, qui est le cycle du carbone. Donc vous avez du CO2 dans l'atmosphère. Ce CO2 est transformé par l'énergie solaire en matière organique, en biomasse. Et effectivement, les êtres vivants récupèrent cette énergie. Et c'est le propre de la vie de fermer correctement ce cycle. C'est tout le but des écosystèmes, c'est de fermer correctement ce cycle, si vous voulez. Et en fait, cette énergie-là, si vous regardez jusqu'à la révolution industrielle, on s'est servi essentiellement de cette énergie-là. C'est la force humaine, c'est l'attraction animale. Éventuellement, il y a un petit peu de combustion. On utilisait aussi de la combustion. Mais vous voyez que ça, c'est donc le cycle, je dirais, naturel du carbone. Et on s'est inscrit effectivement dans ce cycle naturel du carbone jusqu'à la révolution industrielle. Alors, effectivement, la révolution industrielle, c'est, du point de vue géologique, on peut le dire comme ça, une rupture majeure, puisque, il s'agit de multiplier cette énergie animale, d'alimenter des machines. On a besoin d'énergie concentrée. Et en fait, effectivement, ce qu'on appelle les énergies fossiles, la nature le fait pour nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui se passe, c'est que on fait brûler des hydrocarbures. Et les hydrocarbures, c'est vrai que c'est pas très différent de la biomasse finalement. Vous voyez, c'est du carbone, de l'hydrogène. Dans la biomasse, au premier ordre, il y a de l'oxygène en plus. Alors bien sûr, il y a de l'azote, du phosphore, etc. Mais là, je fais des formules ultra simplifiées. Et vous voyez qu'en fait, on a une biomasse fossile et déshydratée. On a une énergie très concentrée. Ça, c'est le premier point. Et surtout, on en a beaucoup. Donc, le cycle du carbone, il est très modifié à partir de la révolution industrielle, parce que, effectivement, on se met à ne plus seulement utiliser la respiration, la combustion de la biomasse, ce qu'on a fait tout le temps, on se met à utiliser ces énergies fossiles. Alors, il faut bien voir, on part de la biomasse, on la transforme en l'énergie fossile, alors, formule toujours ultra simplifiée, il ne s'agit pas ici d'aller dans les détails géologiques du processus, mais vous voyez, essentiellement, vous déshydratez et vous récupérez des hydrocarbures. Et ce qui est important de savoir, c'est que cette transformation, si vous reprenez les chiffres du cycle du carbone, c'est 10 puissance 16 moles de carbone par an qui tournent dans le cycle du carbone. C'est seulement 1/1000 de la biomasse qui s'échappe pour former de la matière organique diffuse dans les roches, et c'est seulement
si on prend les ressources actuelles, 1/10 qui vont être des ressources utilisables du gaz, du pétrole, du charbon. Vous voyez que c'est une toute petite fuite par rapport au cycle du carbone, mais comme elle se fait sur très longtemps, à l'arrivée, vous avez un réservoir énorme. Vous avez 10 puissance 21 moles de carbone. Et si je mets, alors si je prends le 10 000e, j'ai 10 puissance 17 moles de carbone qui vont être exploitables, c'est la situation actuelle, hein, charbon, pétrole, gaz. Si j'ajoute, complètement dans la science-fiction, les gaz de schiste, les hydrates de gaz, tout ça, je peux arriver à 10 puissance 18 moles de carbone. Et effectivement, j'ai un réservoir de 10 puissance 18 moles de carbone qui s'est formé par échappement à partir du cycle du carbone, à partir de la biomasse. Et ce réservoir, c'est lui qu'on utilise pour augmenter cette énergie. Et ça, c'est le propre, c'est apparu, vraiment, c'est un phénomène singulier, disons, dans l'histoire de la Terre, c'est apparu, ça ne s'était jamais produit avant. C'est apparu à la révolution industrielle. Et le résultat, c'est qu'évidemment, ça a introduit un déséquilibre énorme dans le cycle du carbone, puisque vous aviez ces chiffres ici, le cycle du carbone qui tourne, les réserves fossiles qui sont là, exploitables, en les mettant au maximum. Et vous voyez, 10 puissance 18 moles, on les brûle à 6 10 puissance 14 moles de carbone par an. Donc vous faites le rapport de ces deux nombres, vous voyez, vous avez quelques milliers d'années en poussant les technologies au maximum, hein, gaz de schiste, hydrate de gaz, etc. Vous avez quelques milliers d'années de combustibles fossiles, pas plus. Donc en ce sens, c'est vraiment pas une ressource renouvelable. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, évidemment, c'est que du coup, vous voyez que par rapport au pouvoir, disons, en géologie, on estime que ça, c'est à peu près ce que la Terre sait réguler pour maintenir la pression de CO2 à peu près constante dans l'atmosphère. Ça, c'est son pouvoir de régulation, 10 puissance 13 moles de carbone par an. Vous voyez qu'on balance 60 fois cette valeur-là. Donc, évidemment, on déséquilibre complètement le cycle. Donc, on tombe, effectivement, sur le risque CO2, puisqu'on déséquilibre complètement le cycle du carbone et qu'en ce sens, l'activité humaine, l'activité anthropique est un phénomène géologique de premier ordre qui se traduit sur la géologie du cycle du carbone. Donc l'homme est un agent géologique fort, ce qui a été une révolution, disons, épistémologique de se rendre compte. Et beaucoup d'ailleurs ont eu du mal à l'accepter et ne l'acceptent pas vraiment encore d'ailleurs. Alors, je vais développer un petit peu cette histoire du risque CO2 et de son nettoyage, de sa remédiation. Bon, d'abord, on peut quand même se poser la question de base, faut-il réguler le CO2 ? Est-ce qu'après tout, il ne faut pas laisser faire ? Alors, vous avez tous vu, je pense, ces images, plus ou moins. La chimie de l'atmosphère, c'est un changement sans précédent. Hein. Bon, là, vous avez les mesures de CO2 à l'échelle historique. Bon, il y a d'autres choses qui changent, hein. C'est le global change, hein. C'est le changement global. Mais on a évidemment le CO2, c'est celui sur lequel on peut avoir plus de prise. Donc, à la limite, on va beaucoup parler de lui. Donc, vous voyez, en abscisse le temps, depuis l'an 1000, en ordonnée la pression de CO2 dans l'atmosphère. Bon, vous voyez, ça monte beaucoup, vous connaissez tous cette courbe. C'est vraiment un changement qui est dû aux combustibles fossiles, ça on le sait. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais disons que, grosso modo, on voit bien que l'oxygène baisse. Alors, il y a un problème environnemental du CO2, il n'y a pas de problème environnemental de l'oxygène, parce que l'oxygène dans l'air, il y en a beaucoup, évidemment, donc ce n'est pas parce qu'il baisse un peu par la combustion des combustibles fossiles que c'est grave. Par contre, on le voit bien baisser. Donc scientifiquement, on voit bien que c'est le phénomène de combustion qui est associé à l'augmentation de CO2. Aussi, quand on regarde les caractéristiques isotopiques du carbone, de ce nouveau CO2 qui est introduit dans l'atmosphère, on voit que c'est un carbone qui est en fait très appauvri en carbone 13, qui est enrichi en carbone 12, ce qui est la caractéristique de la biomasse. Alors vivante ou fossile, ça c'est pas grave. Par contre, comme il y a, avec le carbone 14, on peut vérifier, je ne l'ai pas montré sur ce graphique, on peut vérifier que c'est vraiment la combustion des combustibles fossiles qui augmente le CO2 atmosphérique, et on peut faire des bilans de masse, il n'y a pas de souci, ça marche bien. C'est un événement majeur à l'échelle géologique. Hein. Bon, vous avez tous entendu parler de l'analyse des bulles de gaz dans les carottes de glace. Hein. On remonte pratiquement pratiquement à 1 million d'années, en fait. Et en fait, on voit bien le changement. Il ne s'agit pas de... Alors, le changement de méthane, c'est quelque chose d'intéressant, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais on voit bien le changement du CO2, qui est vraiment un phénomène géologique majeur.
Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors, jusqu'où risquons-nous d'aller? Finalement, si on a 10 puissance 18 mol de carbone exploitables, si on les brûle, c'est-à-dire si on continue, en fait, c'est le business as usual que le professeur Geoffron montrait au début, là, dans son premier exposé, on va brûler des combustibles fossiles pendant des années, même si on a un mix énergétique, on va continuer à les brûler. Et la question, c'est de savoir jusqu'où on peut aller, finalement, avant de les épuiser. Et c'est ce qui a été dit dans son exposé. Bon, grosso modo, vous voyez, hein, chaque année, on a dit, on envoie 26 gigatonnes de CO2 chaque année. Donc, chaque année, on monte à peu près de 4 ppm de CO2. Donc, en fait, vous pouvez faire le calcul assez facilement. En 2100, au lieu de 380 ppm de CO2 dans l'atmosphère, on sera vers 800 ppm. Si on est sur le business as usual. Et ce qui est clair, c'est qu'on a vraiment assez de combustibles fossiles, même sans les gaz de schiste et même sans les hydrates de gaz, hein, on a assez de combustibles fossiles pour arriver à 800 ppm de CO2 en 2100. Donc ça, c'est un peu le décor et c'est un peu le cœur de cette question, je dirais, de relation entre l'énergie et le CO2. Alors, on sait que, bon, ça a déjà été montré, hein, c'est les données de l'Agence internationale de l'énergie, on sait que dans nos énergies actuelles, c'est écrasant la part des combustibles fossiles, bien sûr, c'est complètement écrasant, et on sait qu'à l'horizon 2030, ça va rester très probablement, alors là, il faut se garder de tout avis péremptoire, hein, et ça se trouve, on peut avoir une crise majeure et tout va tomber, enfin bon. Mais disons que on est parti pour garder quand même une importance, disons, de premier ordre des combustibles fossiles. Donc on est parti quand même pour aller vers 800 ppm de CO2 en 2100 ou 700 ppm. Alors la question c'est, est-ce qu'on fait quelque chose? Alors, bon, je me suis permis de reprendre la citation d'Arrhenius en 1908, qui disait « c'est très bien ». En fait, ça va bénéficier à l'agriculture, le réchauffement climatique, tout ça, ça va vraiment être bien. Bon, en 2011, évidemment, on n'a pas tout à fait la même vision. On est inquiet. Et on se dit, il faut faire quelque chose. Mais vous voyez que c'est quand même une question qu'il faut se poser, vu les enjeux. Est-ce que c'est si évident qu'il faut faire quelque chose, quoi? Alors, moi, je vais vous prendre un exemple. Moi, c'est la façon dans ma recherche, dans les choses, dont je vois... bien sûr, il y a les problèmes de réchauffement qui sont extrêmement importants, l'évaluation économique du coût du réchauffement, etc. Moi, je vais juste discuter un tout petit peu le problème potentiel. Alors, je dis bien potentiel, là aussi, il faut se garder d'avis péremptoire, d'acidification de l'océan. Bon, qu'est-ce qui se passe? On le sait, hein, le CO2 qu'on émet, donc 26 gigatonnes de CO2 par an, on sait qu'en fait, à peu près un tiers est absorbé dans l'océan, ce qui fait qu'il y en a moins dans l'atmosphère. Donc on peut se dire que c'est bien, ça contribue moins au réchauffement, mais il y a quand même donc 9 gigatonnes de CO2 par an qui actuellement passent dans l'océan. Donc effectivement, comme CO2 est un gaz acide, ça diminue le pH de l'océan, et du coup ça c'est pas bon pour, ça a été très médiatisé, hein, pour les organismes calcaires. Alors c'est pas bon, est-ce qu'on va vers une dissolution des organismes calcaires? Alors en fait, c'est très médiatisé, mais c'est une vraie question, on ne sait pas, c'est une vraie question d'écologie. Est-ce qu'en fait il y aura une transition, ces organismes-là disparaîtront et effectivement on passera, il y aura d'autres qui prendront le relais et il n'y aura pas de problème majeur? Ça, on n'en sait rien. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement les organismes qui fabriquent du calcaire, bon, ils prennent du calcium, ils prennent des ions hydrogénocarbonate dans l'eau, ils fabriquent du CaCO3 et ils dégagent du CO2 au moment où ils font ça. Donc en fait, c'est pour ça que si vous augmentez la pression de CO2, et donc l'activité de CO2 dans l'eau, il y a un moment donné où cette réaction elle devient difficile, et en fait, il y a un moment donné où les coquilles, on a atteint le point de saturation de la calcite et de l'aragonite dans l'océan superficiel, et elles se mettent à se dissoudre. Donc c'est clair que si on arrive, et c'est pour ça que je vous ai donné la valeur de 700-800 ppm, c'est clair que si on arrive à 700-800 ppm de CO2 dans l'air, on va tuer ces organismes-là. Ça, personne ne le discute vraiment. Et alors, est-ce que ça aura des conséquences majeures? On n'en sait rien. Mais c'est là où, disons, moi je ne suis pas un fan du principe de précaution, mais c'est vrai que on l'a vu dans l'histoire de la Terre plusieurs fois, des extinctions massives, avec des conséquences, là, après, qui s'amplifient, qui sont très fortes. Donc,
je dirais que sans faire de catastrophisme, sans avoir de certitude péremptoire, il me semble qu'on est dans une situation où on a un risque non nul, très difficile à quantifier, d'aller vers une catastrophe majeure si on passe 700-800 ppm de CO2. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas d'avoir des solutions définitives là-dessus. Donc, le message, c'est que oui, il faut vraiment faire quelque chose, il faut vraiment réguler le CO2. Moi, c'est le message que j'aimerais donner là. Alors, maintenant, les stratégies pour stabiliser le CO2, donc on a vu déjà plus ou moins ce schéma-là. Donc là, 26 gigatonnes de CO2 par an, vous reconnaissez la production actuelle. Et en fait, ça, c'est l'extrapolation du business as usual, donc, avec une estimation vers 2050 de 54 gigatonnes de carbone par an. Et je vous répète, moi, ce qui m'inquiète beaucoup là-dedans, c'est qu'en fait, on a les combustibles fossiles pour le faire, ça. Et une vraie question, ce n'est pas une question de physique ou de chimie, c'est de savoir, est-ce que même s'il y a des problèmes éthiques, etc., est-ce que si on a ces combustibles fossiles qui ne seront pas si chers que ça, est-ce qu'ils ne seront pas brûlés de toute façon? Pour moi, c'est ça la question. Toujours est-il que donc dans divers papiers, alors il y a différents mixtes, on a ce qu'on appelle le triangle de stabilisation, où on dit, bon, bah, finalement, on garde, puisqu'on ne peut pas faire autrement vu le développement économique général, on garde la valeur de 26 gigatonnes de CO2 par an comme une espèce de valeur plancher, et on essaie de remplacer tout ce qui vient en plus, c'est-à-dire on émet comme aujourd'hui finalement, et on essaie de remplacer tout ce qui vient en plus par d'autres possibilités qui sont non émettrices de CO2. Ça, c'est un peu le paradigme sur lequel on travaille, en fait. Et chacun essaye de vendre sa solution, de dire ça va peut-être marcher, ça va peut-être pas marcher, ça va contribuer autant. Le point important, c'est qu'en fait, pour qu'une technologie ait un impact réel sur le CO2 global, il faut grosso modo, vous voyez, hein, si on a 7-8 technologies, bah, vous voyez, il y a 28 divisé par, ça vous fait à peu près, il faut que chaque technologie soit capable de pomper 4 gigatonnes ou d'éviter 4 gigatonnes de CO2 par an. C'est quand même beaucoup. Alors justement, moi je vais vous parler d'un exemple, hein, puisqu'on est d'accord qu'il faut probablement réguler le CO2. Je vais vous parler de ce fameux CCS, Carbon Capture and Storage, sur lequel donc, on travaille. Est-ce que c'est une technologie qui peut marcher à 4 gigatonnes de CO2 par an? Est-ce que ça peut avoir un impact réel sur le CO2? Alors en fait, le principe général, hein, vous le connaissez, on capture le CO2 essentiellement à la sortie des centrales thermiques. Hein, il faut un émetteur centralisé de CO2. Il n'est pas question de le chercher à la sortie des voitures. On le transporte et on le stocke dans le sous-sol ou éventuellement dans l'océan, mais vu l'acidification de l'océan, je pense vraiment qu'on ne le fera jamais. Donc on le stocke dans le sous-sol. Le problème, c'est pas seulement une question de réduction des coûts. On a vu que ça se ferait éventuellement quand le prix du CO2 dépasserait les $150 la tonne. En fait, même là, je ne sais pas si ça se fera parce que c'est un problème de confiance, de fiabilité. Je pense qu'en fait, on n'injectera pas à grande échelle de CO2 dans le sous-sol tant qu'on ne saura pas ce que devient chaque molécule de CO2 dans le sous-sol. Alors, de la capture et du stockage de CO2, on en fait déjà, bien sûr. Hein, les pétroliers en font beaucoup. Et, par exemple, donc, Statoil, la compagnie norvégienne, injecte à Sleipner. Donc, le principe, hein, c'est... ils exploitaient du gaz ici. Ce gaz était riche en CO2. Plutôt que de le rejeter dans l'atmosphère, puisque le gouvernement norvégien avait mis une pénalité, hein, les pays développés peuvent se payer ça, donc ils avaient mis une pénalité sur le CO2. Donc pour eux, c'était moins cher de réinjecter le CO2 donc, dans une formation intermédiaire. Et en fait, donc, c'est 3000 tonnes de CO2 par jour qui sont injectées. Donc vous voyez, ça fonctionne depuis plusieurs années. Il y a 20 millions de tonnes de CO2 qui ont été injectées. Et donc, si on reprend notre objectif, hein, vous vous rappelez l'objectif que j'avais dit, il faut réussir à injecter, pour que ce soit significatif, 4 gigatonnes de CO2 par an. Ben, ça fait 200 gigatonnes de CO2 sur les 50 ans à venir, grosso modo. Donc ça fait l'équivalent de 10 000 sites, comme le site de Sleipner. Alors, ce chiffre de 10 000, c'est intéressant, parce que d'un côté, ça paraît faisable. Hein. Je veux dire, des sites de ce type, si vous prenez en particulier les aquifères profonds, etc., finalement, 10 000 sites, c'est pas irréaliste. D'un autre côté, 10 000 sites, si vous étendez cette technologie non maîtrisée à 10 000 sites, eh ben, si elle ne marche pas, évidemment, c'est grave, quoi. Donc, une des choses
Et je vous dis, pour moi, le problème, je vais vous montrer quelques problèmes, mais qui justifient qu'on fasse de la recherche, et je pense qu'in fine, on sera obligé d'injecter du CO2 pour limiter le problème. Mais il y a des questions scientifiques fortes qui sont liées à ça. C'est que le CO2, quand on l'injecte en profondeur, il peut rester soit sous forme de CO2 supercritique, soit se dissoudre dans l'eau, parce qu'il y a de l'eau, et il devient à ce moment-là du H2CO3, soit faire une dissolution réactive s'il réagit avec les roches encaissantes et faire des ions hydrogénocarbonates, et s'il y a suffisamment d'ions, précipités en carbonate solide, et éventuellement, on en reparlera, il peut être réduit. Alors justement, là, je vais vous montrer un exemple d'enjeu technologique, puisque c'était aussi un des thèmes, je crois, de ce workshop, c'est de voir où se trouvent des verrous technologiques, des enjeux technologiques. Un enjeu technologique, c'est ce processus-là, la conversion du CO2 en carbonate solide. Parce qu'évidemment, ça paraît beaucoup plus rassurant, quoi. C'est très sûr. Si vous convertissez le CO2 en résidu solide, ça risque pas vraiment de remonter, et puis c'est pérenne. Le temps de résidence des carbonates à la surface de la Terre, c'est plusieurs dizaines de millions d'années. Donc, c'est des pistes de recherche qui sont travaillées en ce moment. Alors, le problème, en plus, c'est le mécanisme naturel de stockage du CO2 dans la Terre. Ce fameux mécanisme de régulation à 10 puissance 13 mol de carbone par an, qui fonctionne quand la Terre régule naturellement son CO2, c'est ce genre de mécanisme-là. C'est-à-dire, vous prenez le CO2, vous réagissez avec des silicates, symbolisés comme ça, et vous faites des carbonates. C'est comme ça que la Terre contrôle le CO2. On ne sait pas trop bien comment fonctionne la boucle de régulation. D'ailleurs, une des hypothèses, c'est que si vous augmentez le CO2, vous augmentez la température, et donc vous augmentez la vitesse de cette réaction, et donc vous régulez, vous jouez avec cette constante de vitesse, en fait. Et ça, c'est probablement le grand régulateur du CO2 à l'échelle des temps géologiques, en tout cas. Et vous voyez que c'est un mécanisme donc, naturel, mais qui est sur des cinétiques très lentes. C'est-à-dire que si vous injectez du CO2 et que vous réagissez à 10 puissance 13 mol de carbone par an, ça ne va pas aller, puisque, vous vous souvenez, l'ordre de grandeur de ce qu'il faut réguler, c'est 10 puissance 14 mol de carbone par an. Donc en fait, il faudrait réussir dans les sites de stockage, par exemple, à accélérer ce genre de réaction d'un facteur 10. Alors, il y a plusieurs pistes qui sont explorées pour bloquer le CO2 sous forme de carbonate solide dans les matériaux terrestres. Une des méthodes, c'est d'essayer de les injecter dans ce qu'on appelle des roches basiques ou ultra-basiques, par exemple les grandes étendues de basalte du Décan en Inde. Alors c'est intéressant, les roches basiques ou ultra-basiques, c'est grosso modo les roches volcaniques, c'est-à-dire des roches riches en ions divalents, qui sont donc susceptibles de fortement réagir avec le CO2 pour faire du carbonate solide. Et donc, par exemple, il y a des projets. En ce moment, nous, on travaille sur un projet d'injection de CO2 en Islande, qui est lié à une centrale géothermique. Et là, effectivement, vous pouvez espérer que la réaction est suffisamment rapide pour que le CO2 soit converti en carbonate solide. Alors, en fait, ça ne marche pas si bien que ça. Il y a des tas de problèmes. Par exemple, une des phases très importantes, c'est l'olivine, Mg2SiO4. Et l'olivine, en fait, elle réagit théoriquement très bien. Vous voyez, vous avez en abscisse le temps, en ordonnée le taux de réaction. Donc théoriquement, en quelques jours, ce qui est compatible avec l'hydrodynamique du système, donc pour éviter que le CO2 fuit, remonte, ça devrait réagir très vite. Mais en pratique, voilà les données expérimentales, ça réagit très très lentement. Et c'est assez intéressant du point de vue de la chimie des matériaux. On a fini par comprendre pourquoi ça réagissait très très lentement. C'est que, si vous regardez, donc ça c'est une image de microscopie électronique à transmission, vous avez l'olivine ici. Là c'est l'extérieur, c'est le fluide, si vous voulez. Et en fait, vous voyez qu'il y a une couche de silice qui s'est développée à la surface de cette olivine. Et en fait, cette couche de silice, c'est une couche passivante parfaite. Elle n'est absolument pas poreuse, elle bloque complètement la réaction. Et en fait, là, la vitesse de réaction, elle passe de quelques jours à quelques milliers d'années, parce qu'on a cette couche passivante. Alors, c'est d'autant plus intéressant, je n'ai pas le temps de vous exposer ça, mais c'est vraiment de la chimie intéressante, parce que sur d'autres matériaux, la couche de silice existe bien, mais elle n'est pas poreuse, elle n'empêche pas la réaction de se faire. Et ça, c'est un vrai enjeu, je pense, puisqu'on parlait d'enjeux de science, c'est vis-à-vis de ces technologies du devenir des molécules de CO2 dans la profondeur, c'est de comprendre, vous avez les minéraux qui sont des céramiques, grosso modo, des oxydes,
Et ça réagit avec des fluides, mais vous avez ces couches qui se développent à la surface, ces surfaces dans ces milieux complexes, et suivant les cas, suivant les éléments mineurs qui se trouvent, il y a des aspects structuraux, ça bloque ou ça bloque pas. Et toute la clé, probablement, de conversion du CO2 en matière solide est là. Alors, évidemment, c'est un challenge pour la chimie, parce que vous voyez la barre d'échelle, c'est 10 nanomètres, c'est des couches qui peuvent être très bloquantes, mais très petites. Bon, voilà. Donc, alors, ça, c'était bon pour vous montrer un peu certains aspects sur la capture et le stockage du CO2. On pourra en rediscuter après, si vous voulez. Je voulais juste dire un petit mot sur la biomasse, puisqu'on a eu l'exposé professeur Thomas juste avant. Alors, c'est assez intéressant, ce concept de biomasse, parce que, bon, là, on a cette émission de CO2 qui est excessive. Alors, je vous ai dit, on émet 26 gigatonnes de CO2 par an. En fait, il n'y a que la moitié qui se retrouve à peu près dans l'atmosphère. C'est bien, ça augmente moins vite. On a dit un tiers est en fait dissous physiquement dans l'océan. Mais en fait, il y a une petite partie, mais pas si négligeable que ça, c'est quand même 4 gigatonnes de CO2 par an, qui est stockée dans de la biomasse supplémentaire. Alors évidemment, ça c'est très controversé. Enfin, le chiffre n'est pas controversé, on commence à arriver à un consensus là-dessus. Par contre, qu'est-ce que c'est que cette biomasse supplémentaire? C'est un problème d'écologie, hein. On ne sait pas bien, en fait. Mais selon toute vraisemblance, cette biomasse supplémentaire, c'est quand même lié à ce qu'on appelle de la pollution eutrophique, hein, à grande échelle. C'est-à-dire, c'est de la biomasse qui est liée, en fait, aux fertilisants, quoi. Donc, ça pompe un petit peu de CO2, mais ce n'est pas très bon écologiquement. Par contre, effectivement, l'idée qu'on pourrait se passer des combustibles fossiles et qu'énergétiquement, on pourrait les remplacer par de la biomasse. Bon, le professeur Thomas a dit qu'il n'était pas très optimiste là-dessus parce qu'il n'y a pas eu d'avancée scientifique majeure au niveau des algues, etc. Mais c'est vrai que sur le papier, le cycle du carbone deviendrait comme ça. Alors, c'est-à-dire, on retrouve une économie biomasse, hein, on retrouverait un cycle du carbone identique à celui qui est antérieure à la révolution industrielle, du point de vue de l'énergie. Donc, du point de vue des cycles géologiques, la biomasse, ça peut apparaître comme une solution. Il y a un petit détail, et le diable est dans les détails, comme vous le savez, il y a un petit détail entre ces deux cycles. Bon, là, j'ai mis 440 gigatonnes de CO2 par an, photosynthèse, respiration. Là, si on a une économie biomasse à grande échelle, j'ai mis, un peu au pif, hein, mais j'ai mis 480 gigatonnes de CO2 par an. C'est-à-dire qu'en fait, ça voudrait dire qu'il faut vraiment faire quelque chose sur le plan de la biomasse elle-même. Hein. C'est pas neutre, c'est pas facile à faire. Mais enfin, bon, sur le plan du cycle du carbone, ça apparaît comme une solution théorique sur le papier, tout à fait attractive. Alors, je vais terminer, disons, en abordant ma troisième partie, faire quelques réflexions sur l'utilisation, sur l'hydrogène. Alors, en fait, bon, l'hydrogène, vous en avez tous beaucoup entendu parler, bien sûr. La réaction dégage de l'énergie aussi. On peut faire de la combustion directe en admettant qu'on arrive à trouver des brûleurs qui fonctionnent dans ces conditions, ce qui n'est pas encore le cas. Bon, il y a les piles à combustible, et là, on peut charger des piles, on peut faire plein de choses. Du point de vue de l'évolution des combustibles, c'est assez intéressant, parce que, bon, finalement, je me suis amusé avec mes formules simplifiées, là, ça dégage des choses assez marrantes. C'est que le charbon, bon, quand c'est du bon charbon, c'est d'ailleurs du carbone pur. Mais bon, grosso modo, voilà, formule simplifiée du charbon, formule simplifiée du pétrole, formule simplifiée du gaz naturel. Alors, effectivement, tous libèrent de l'énergie, tous sont de la biomasse évoluée, mais qui s'est bien déshydratée, donc qui est très efficace énergétiquement. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est le rapport, en fait, carbone-eau. Et en fait, on se rend compte et c'est ce qu'on disait, hein, que l'empreinte écologique, disons, l'empreinte CO2 pour une énergie, pour 1 kJ d'énergie produite, elle est beaucoup plus faible pour le gaz naturel que pour le charbon. C'est-à-dire qu'en fait, on produit beaucoup moins de CO2 par kilojoule quand on brûle du gaz naturel que quand on
brûle du charbon. Et c'est assez amusant de voir que, du point de vue de l'évolution des combustibles fossiles utilisés, on est passé du charbon au pétrole, au gaz, et vraisemblablement, dans le mix énergétique du XXIe siècle, le gaz naturel, bon, surtout si on fait quelque chose avec les hydrates de gaz, mais ça, c'est pas dit, mais il est probable que le gaz naturel va prendre évidemment une place prépondérante par rapport au pétrole, et même au charbon, qui est très abondant, mais qui est quand même moins propre, quoi. Et évidemment, dans cette évolution, on a envie de se dire, ouais, CH, CH2, CH4, CH infini, oui, c'est H2. Et effectivement, en qualité de combustible, c'est meilleur. Donc il y a une espèce de logique. Alors le problème, c'est que H2, ce n'est pas une source d'énergie pour le moment, c'est un vecteur d'énergie. Ce n'est pas une source primaire. La production industrielle actuelle, c'est justement de prendre du charbon, par exemple, ou du gaz, du CH4, et de faire la conversion en CO2 et en H2. Alors éventuellement, ça c'est un proposal pour le futur, c'est d'utiliser ce CO2, de stocker et puis de récupérer l'hydrogène. Si on a des brûleurs à hydrogène ou des piles à combustible performantes, on arrivera à faire ça. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'actuellement, dans la communauté géologique, c'est assez intéressant, la communauté se focalise beaucoup sur le fait que l'hydrogène peut être une source primaire d'énergie. Alors, il y a toute une partie de production d'hydrogène qui peut être aussi liée aux micro-organismes, liée, en fait, je n'en parlerai pas ici, mais c'est vrai que le biocarburant de 3e génération, ou de 4e ou de 5e génération, ça pourrait être de l'hydrogène produit par des microalgues, ça c'est un aspect extrêmement intéressant. Mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a de la génération naturelle de H2 dans le sous-sol. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'intérieur de la Terre, c'est très riche en fer de plus. Le potentiel redox fer 2, fer 3, c'est très réducteur. On a typiquement 98% de fer 2 et 2% de fer 3 ou plus. Donc on est vraiment dans des systèmes très réducteurs. Et dans ces systèmes très réducteurs, dès que vous chauffez un peu, ou si vous catalysez correctement, vous avez de la production naturelle d'hydrogène par réduction de l'eau, en fait, chimique. Pas photochimique, chimique, simplement dans le sous-sol. Alors ça, c'est une réalité. Il y a de l'hydrogène qui est produit dans le sous-sol. On ne l'a pas trop cherché, pas trop vu pour le moment, mais on commence à le voir bien. On le voit bien en contexte océanique. Bon, là, par exemple, je vous montre des données qu'on a obtenues dans le cadre d'une thèse de Christelle Vacant qui avait été faite à l'IFP. Vous voyez, c'est des sources d'hydrogène. Bon, c'est en Oman, aux Philippines, en Turquie, il y en a partout. Vous avez des gaz qui sont jusqu'à 80% d'hydrogène. Alors on ne comprend pas trop bien pourquoi de temps en temps l'hydrogène est conservé, dans d'autres cas il est transformé en méthane, mais l'hydrogène c'est une source, ça existe. La question c'est est-ce qu'un jour on réussira à le capter et en faire quelque chose ? Est-ce que ça se concentre suffisamment pour faire une ressource renouvelable ? Est-ce qu'il y a le moyen de faire une ressource exploitable ? Est-ce qu'il y a le moyen de faire des choses comme ça ? Ça c'est une autre histoire, mais ça existe. Alors, l'hydrogène, il nous ennuie plutôt pour le moment, parce que dans le cadre du stockage du CO2, vous avez des interactions entre le CO2 et le H2. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez donc des micro-organismes qui prennent le CO2 et d'autres qui prennent le H2 et qui fabriquent du CH4. Et le CH4, donc, qui est produit comme ça, c'est un gaz à effet de serre puissant. Et donc, si vous injectez du CO2 et qu'à grande échelle, vous avez même une petite fraction, disons 1%, qui réagit pour former du CH4, si vous injectez alors que ces organismes-là sont actifs, parce qu'il faut savoir qu'il y a des micro-organismes jusqu'à plusieurs kilomètres de profondeur dans la Terre, ce qu'on appelle la biosphère profonde. Donc si vous avez des organismes actifs et que même 1% du CO2 est concerné par cette transformation, vous avez produit un gaz à effet de serre qui, lui, est éventuellement, qui peut sortir assez facilement, et qui a un gaz à effet de serre plus puissant que le CO2. Donc c'est le genre de choses qu'il faut éviter. Alors, ce qu'on voit, c'est que dans la biosphère profonde, en général, ce méthane, il n'arrive pas à la surface parce qu'il est tout de suite reconsommé par d'autres micro-organismes. Mais le problème, c'est qu'on fait on fait du H2S, par exemple, qui a un gaz à effet de serre très puissant. Donc il y a des tas de problèmes. Donc vous voyez que ça, c'est le genre de choses, si vous faites 10 000 sites de stockage de CO2, genre Sleipner un jour, à Sleipner, il se passe peut-être des choses comme ça. D'ailleurs, il ne se passe pas des choses comme ça à Sleipner parce que le contexte n'est pas favorable. Mais enfin bon, il peut se passer ça sur un site, c'est pas très grave. Si vous le faites à grande échelle et que vous produisez quelques millions de tonnes de CH4 par an à cause de ça, c'est pas très bon. Donc vous voyez, c'est le genre de recherche qu'il faut faire. Alors nous, par exemple, un des soucis, c'était d'éliminer le H2S. Ce problème de H2S, c'est connu des gens qui forent. De temps en temps, ils ont ce qu'ils appellent le souring dans les réservoirs pétroliers et autres. C'est plein de H2S qui sort. C'est vraiment une activité bactérienne.
Et nous, on essaye de travailler sur des orientations des consortiums dans la biosphère profonde, par exemple, pour aller vers des ferries réductrices qui, elles, au lieu de produire du H2S, produisent du FeCO3. Et vous voyez que bon, vous avez des relations pas évidentes. Ce n'est pas une opération neutre, le CO2 et le H2 dans le sous-sol. Et je dirais, bon, pour terminer sur une touche un peu, faire un petit peu de provocation, mais en même temps, parce que c'est sérieusement la recherche que les géologues, du moins ceux qui s'intéressent à ces aspects-là de la géologie, font en ce moment, c'est que finalement, et je crois que c'est Jacques Livage qui disait qu'il fallait 100 millions d'années pour refaire du pétrole, mais en fait, les combustibles carbonés, ils pourraient être renouvelables peut-être. On pourrait injecter du CO2, et du moment que la cinétique de cette réaction est suffisante, dans la subsurface, on pourrait refaire du CH4, de la biomasse, des choses comme ça, récupérer cette biomasse et la brûler, réinjecter le CO2 et avoir une boucle. Alors, ce n'est pas la solution à nos problèmes d'énergie, bien sûr, mais c'est cette boucle, cette espèce de boucle de régulation, c'est un des enjeux majeurs actuellement de la compréhension du cycle du carbone à l'échelle géologique. Et il y a une connexion avec les thématiques de l'énergie qui peut être extrêmement intéressante. Voilà, donc je m'arrêterai là et je répondrai à vos questions si vous le souhaitez.